Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Un continent qui attire tous les regards en matière d'investissement. Pour beaucoup d'analystes, c'est le continent de l'avenir. Une perspective qui renforce davantage la conviction des membres de la diaspora africaine à revenir investir sur le continent et jouer pleinement leur rôle dans la croissance économique de l'Afrique. Des initiatives sont prises pour permettre justement aux membres de la diaspora d'avoir une meilleure lecture du tableau socio-économique avant d'investir. Parmi les secteurs qui intéressent particulièrement les membres de la diaspora, on retrouve l'immobilier, les énergies renouvelables, la technologie et l'agro-industrie. Avec nos invités du jour, on tentera d'analyser la force que représente la diaspora et comment accompagner leur dynamique sur le continent, comment les aider au mieux à investir. Et je reçois à cet effet pour vous aujourd'hui Madame Fatima Fakri, vous êtes la commissaire générale du CIMEA. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, c'est quoi exactement le CIMEA ? Le CIMEA, c'est le salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique. On y reviendra tout à l'heure. Et avec nous sur ce plateau, Monsieur Élisée Gonçalves, vous êtes expert en communication, vous êtes responsable de Fox Communication. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, on parle beaucoup d'investissement, de l'immobilier, des énergies renouvelables, mais on met un accent particulier sur la diaspora. Pourquoi cet accent sur la diaspora ? Parce que la diaspora en a besoin. La diaspora n'est pas dans leur pays d'origine. Ils sont bien évidemment dans un pays d'accueil, donc ils ont forcément besoin d'être mis en relation avec leur pays d'origine. Et c'est totalement important, voilà, de permettre à la diaspora de savoir ce qui se passe dans leur pays et de contribuer favorablement à l'économie de leur pays. Mais quand on regarde, quand on parle de la diaspora, ce sont des personnes quand même qui ont décidé d'aller vivre sous d'autres cieux, de construire toute leur vie là-bas. Qu'est-ce qui peut les motiver à revenir investir ici? Comment les encourager à revenir? D'abord, il faut dire que l'immobilier aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Voilà. Et le fait de revenir investir dans ce sens-là, c'est quelque chose qui peut leur permettre d'assurer leur vie jour. Mais on en a vu quand même qui essayent à travers, je pourrais pas dire des réseaux informels ou plus par des parents proches, d'essayer de monter des projets ici. Pourquoi aujourd'hui formaliser ce cadre? Il faut dire aussi que depuis quelques années, les différents gouvernements africains ont compris l'importance de la chose. Et ils mettent aujourd'hui en place un mécanisme pour structurer les choses et leur permettre d'avoir vraiment un retour sur investissement, de sécuriser une bonne politique foncière, de bons matériaux pour la construction. Tout cela rentre en place en ligne de compte et favorise cet investissement-là qui rentre en ligne de compte pour le développement de l'Afrique. Alors, moi je me tourne vers vous parce que dans votre salon, il est question aussi de l'immobilier. Pourquoi mettre cet accent sur l'immobilier ? On a beaucoup de retours de la diaspora, des personnes qui ont essayé d'investir dans leur pays d'origine et qui malheureusement n'ont pas obtenu gain de cause, qui ont vécu vraiment des cas assez difficiles. Donc nous, dans le salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique, on tient compte de tous ces aspects-là et effectivement, on essaie de mettre en relation des entreprises sérieuses vers la diaspora. Et de tels projets, c'est quand même des projets d'envergure. Ouais. Comment est-ce que les gouvernements accompagnent ce projet? Est-ce qu'il n'y a pas des dispositifs qui sont déjà mis en place pour la diaspora? Est-ce que vous ne venez pas en concurrence avec des projets gouvernementaux? Comment vous vous positionnez sur ce secteur? Dans le cadre du CIMEA, il faut dire que l'État soutient le projet par le ministère de la Construction qui est parrain de l'événement, par le ministère des Affaires étrangères également, étant donné que c'est un salon panafricain. Donc on a l'appui de ces deux ministères qui nous permettent de faciliter la coordination et l'organisation de manière générale. D'accord. L'immobilier, on va en revenir parce que c'est vraiment un aspect qui m'intéresse beaucoup quand on voit un peu l'actualité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais dans le cadre de ces activités face à la diaspora, on parle aussi d'investissement. L'investissement ou les investissements sont à part. Qu'est-ce que vous mettez dans l'investissement? L'investissement aujourd'hui est quelque chose de très important. Quand on prend déjà des membres de la diaspora qui vivent en Europe, qui vivent ailleurs, autres que dans leur pays d'origine, et qui se battent, qui mettent de l'argent de côté, qui économisent déjà, ils constituent déjà des membres importants pour
l'investissement. Et c'est généralement eux qui le font. En dehors de cela aussi, il faut compter aussi sur de grandes organisations qui, effectivement, aussi passent par ces mécanismes-là, essayent de rentrer en contact avec différentes personnes au pays et pourquoi pas montent même des sociétés qui viennent directement avec des fonds pour investir dans ce domaine-là. Justement, c'était là un peu la suite de ma question. Ces membres de la diaspora qui veulent venir investir ici sur le continent, ils n'ont pas la connaissance pratique du terrain, si je puis dire. Comment les accompagner à investir dans des activités sûres? Est-ce que vous allez les mettre face à des jeunes, à des startups, à des entreprises déjà qualifiées pour être des véhicules d'investissement pour eux, ou bien c'est porter leur projet de A à Z? Bon, déjà au niveau du CIMIER, des prérogatives, on va dire, ont été prises pour permettre le suivi de tous nos exposants qui viendront pour convaincre ou bien pour échanger avec les membres de la diaspora. Voilà, il y a certains mécanismes qui sont pris pour le suivi, pour voir dans quelle mesure, sécuriser en quelque sorte, dans quelle mesure les différents investissements vont se faire, quels vont être les différents retours des investissements auprès des uns et des autres. Donc c'est déjà une mesure qui est prise en compte, qui est déjà en train d'être appliquée pour leur permettre de bien sécuriser leur investissement. Ensuite, il faudrait dire aussi que la majeure partie de nos exposants sont des sociétés qualifiées, des sociétés avec une certaine expérience dans le domaine, pour la plupart. Plusieurs années dans le domaine d'expérience, pour la plupart. On n'aimerait pas donner les noms ici, vous souffrez, cela. Mais nous pourrons vous dire que ce sont des sociétés vraiment aussi bien étatiques que privées, de grands groupes internationaux qui ont quand même une certaine maturité, un certain vécu, voilà, dans cela. Donc, je me tourne encore vers vous, Madame la Commissaire Générale, parce que j'ai besoin d'être beaucoup plus rassuré. Cette plateforme, elle sera donc l'occasion de réunir demandeurs, je vais parler des membres de la diaspora qui veulent investir mais qui ne savent pas, en tout cas, tout ce qui est en matière de législation, d'opportunités, et en face, des gens qui ont besoin ou des structures qui ont besoin de financement pour agir. Ça sera bien cela? C'est ça, tout à fait. Et vous attendez à peu près combien de personnes? Alors on attend 6000 personnes au moins sur les 3 jours de la diaspora. Oui, sur les 3 jours d'exposition. On a fait une grande mobilisation. Une conférence de presse a eu lieu le 21 février à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, où on a réuni quand même les présidents d'associations, les présidents de fêtières, des présidents de leaders ivoiriens, des personnes qui ont vraiment besoin d'acquérir un bien dans leur pays d'origine. Et justement, ce salon, il va se tenir où exactement? Il se tiendra à Paris, dans le 17e arrondissement. Et ça sera dans un hôtel, Hyatt, à côté du Palais des Congrès, et c'est sur 3 jours. Donc on aura une exposition au programme des panels, où on pourra vraiment échanger sur les thématiques dans les secteurs de l'immobilier et des énergies, mais aussi de l'investissement, puisqu'on parle là de salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies. Alors, le membre de la diaspora qui veut venir participer à cette activité, qui veut investir sur le continent, est-ce qu'il y a des mesures de sécurité, des gages pour lui dire, en venant investir, voici les canevas, les opportunités qu'on vous donne? Est-ce que la législation même permet une certaine facilité pour les membres de la diaspora? Parce que quelqu'un qui est en train de construire toute sa vie à Londres, à Paris, il se demande qu'est-ce que j'ai à venir investir sur le continent africain, quelles sont les opportunités, les facilités. Oui. Déjà pour la diaspora, il faut savoir que c'est à 80%, suivant les sondages qu'on a effectués avant l'organisation de ce salon, avant la mise en place de ce salon. Il faut savoir qu'on a organisé des sondages sur 2 ans en s'adressant directement à la cible, donc les Africains de l'Afrique de l'Ouest francophone, qui nous ont tous mentionné leur besoin de retourner au pays après leur mission ou leur durée d'immigration dans les pays en Europe. Voilà. Et donc on se rend compte clairement que les Africains n'ont pas forcément envie de passer leur retraite en France ou en Europe. Ils ont envie de retourner chez eux. Alors comment faire pour les accompagner, pour les motiver
Ou sinon, il y en a d'autres qui ont simplement besoin de doubler leurs revenus. Donc, en investissant dans le pays d'origine, on a cette possibilité-là de doubler les revenus mensuels parce qu'on aura, par exemple, construit, mis en location, on est déjà propriétaire quelque part, on a investi et c'est toujours bien d'avoir un double revenu. Un double revenu, mais est-ce qu'on a on préfère se baser sur des faits réels, des expériences réussies. Est-ce que ces membres de la diaspora, parce qu'on voit une grande majorité se plaindre de ce que le projet n'a pas abouti, le projet, on a été grugé sur telle chose, est-ce qu'il y a un cadre juridique qui va baliser tout cela? Parce que j'imagine que tous ceux qui vont venir au salon, qui vont investir, ils ne seront pas présents sur le continent pendant toute la mise en place du projet. C'est là qu'intervient la force de l'organisateur. Donc là, l'organisateur a pris ses dispositions. Donc nous avons pris nos dispositions pour filtrer quand même les projets qui seront mis à disposition, qui seront soumis à la diaspora. On a pris le soin de filtrer les exposants. Donc les exposants sont des entreprises fiables qui n'ont pas d'antécédents liés au manque de suivi ou d'obtention de visa, d'ACD ou de titres fonciers. Ce sont des entreprises plutôt correctes qui possèdent des produits qui sont destinés à la diaspora, qui peuvent faciliter un investissement de la diaspora. Au-delà même de la diaspora, les membres qui sont ici en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ont aussi envie d'investir. Pourquoi vous ne vous intéressez pas à eux? Est-ce qu'il y aura une petite lucarne, une fenêtre pour ceux qui résident sur place? Ou bien c'est focus uniquement diaspora? Non. Je vous dirais qu'il n'y a pas moins de 12 pays africains, aussi bien d'Afrique de l'Ouest que d'Afrique australe, que d'Afrique du Nord, qui sont invités à participer. Lors même du lancement, leur ambassadeur avait déjà été invité et je pense que des mesures même sont prises avec nos ministères parrains pour mobiliser la diaspora de ces pays-là, là-bas, mais aussi mobiliser toute la population de ces pays-là présents en Afrique. Alors, on a mis beaucoup plus l'accent sur l'immobilier, mais en parlant d'investissement, je reviens encore dessus. Quelle est la palette de projets d'investissement que vous offrez à tous ceux que vous voulez toucher? Est-ce que c'est uniquement dans la technologie, c'est uniquement dans l'immobilier? Quelle est la palette pour que ceux qui nous suivent aujourd'hui sachent que moi, en tant que membre de la diaspora, je suis à Londres, je peux peut-être investir dans l'agro-industriel, je peux investir peut-être dans une activité du secteur tertiaire. Quelle est la palette d'offres que vous nous proposez aujourd'hui? Déjà, on est plus sur un salon lié à l'investissement, l'immobilier et les énergies. Mais n'empêche que les métiers qui sont annexes et connexes, ils sont conviés. Donc, de ce fait-là, celui qui ressentira le besoin d'investir dans un métier annexe ou connexe, il pourra le faire sur place en passant par les exposants qui seront à Paris les 11, 12 et 13 avril prochains. Parce que nous, quand on entend investissement, on se voit déjà comment investir dans une entreprise, comment investir sur les marchés de capitaux. Justement, est-ce que pendant ces activités, les marchés de capitaux, investis sur les marchés de capitaux, la bourse régionale des valeurs mobilières, la bourse de Casablanca, ça sera un aspect qui sera présenté aux membres de la diaspora? Moi, je peux dire que je laisse la porte ouverte à toutes les entreprises, surtout aux banques. Je m'adresse aux banques particulièrement parce que c'est un acteur principal aussi dans ce salon. Les banques sont vraiment importantes pour les transactions financières, pour des investissements, pour garantir aussi tout ce qui est éviter en tout cas tout ce qui est blanchiment de capitaux, puisque si on ne passe pas par des banques pour faire des transactions financières, on peut maladroitement faire du blanchiment de capitaux sans le savoir. Alors, vous parlez de blanchiment de capitaux, je vais profiter pour rebondir un peu sur cette question. Est-ce que ce qui a fait que les membres de la diaspora ont peut-être longtemps réfléchi avant d'investir, c'est peut-être pas parce que le climat des affaires n'était pas trop sain. Aujourd'hui, avec tout ce qui est mis en termes de dispositifs pour sécuriser, lutter contre la corruption, tout ça, c'est pas un facteur
qui les motive à venir investir maintenant sur le continent? Là, la question vous est posée à tous deux. Si ça doit les motiver, tant mieux. Mais ce qu'on peut dire à la diaspora, c'est que tout roule comme sur des roulettes ici en Côte d'Ivoire du moment où vous avez affaire à des entreprises sérieuses et vous pouvez faire des positionnements, des placements financiers sérieux sans souci, sans crainte. Nous sommes là, nous on vous invite à venir investir dans votre pays d'origine, ce qui veut dire que tout va bien normalement. Voilà. Après, il faut faire confiance au gouvernement, confiance aux lois, aux règles. Et puis, la Côte d'Ivoire, quand même, c'est un pays en pleine mouvance. Un pays en pleine mouvance. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Ont vraiment beaucoup évolué. Elles ne sont pas comme il y a de cela 10 ans, 20 ans en arrière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Un arsenal de lois, des services beaucoup plus compétents, beaucoup plus efficients, beaucoup plus réactifs aussi. Voilà, donc je pense que tout est mis en place aujourd'hui pour que tout le monde vienne investir en Afrique. Alors, avec la crise de Covid qu'on a connue, on a connu une certaine montée en puissance de la digitalisation. Aujourd'hui, depuis sa maison à Paris, à Londres, quelqu'un peut venir regarder sur une plateforme, trouver des projets immobiliers, des projets d'investissement. Quelle place vous accordez à la digitalisation dans votre programme à l'intention des membres de la diaspora? Beaucoup. Une grande place, je dirais. Une grande place. D'ailleurs, déjà, au niveau interne, beaucoup de contacts ont été établis avec les gens de la diaspora, surtout par la digitalisation. Nous essayons également aussi de mettre en contact les exposants et les différentes sociétés qui seront présentes et aussi les membres de la diaspora en contact de façon digitale. Parce que vous verrez bien que sur notre site internet, il y a une lucarne ou un onglet marqué « On vous suit ». Alors ça permet aujourd'hui quelqu'un à Paris réellement qui veut suivre effectivement son chantier n'a plus besoin de se déplacer pour venir aujourd'hui à Abidjan pour voir l'évolution de sa construction. Directement, il peut rentrer en contact avec la société immobilière qui s'occupe de son projet, mais aussi il peut rentrer en contact avec nous. Idem aussi pour la société. Donc aujourd'hui, le digital est un facteur clé important qui nous permet de nous rassembler tous et bien suivre les intérêts et l'évolution de la situation. Bien suivre l'intérêt, c'est aussi ça vos objectifs. Mais quand on parle de la diaspora, moi, je me prends en exemple, je suis à Paris, je suis sénégalais et je veux investir peut-être au Togo. Est-ce que cela, il y a des facilités qui pourront être développées dans ce sens, ou bien quand on entend diaspora, c'est je suis d'origine de la Côte d'Ivoire, donc c'est que la Côte d'Ivoire qui est mon pays cible d'investissement, ou bien vous allez ouvrir des lucarnes pour que, au niveau de la diaspora, on puisse investir dans le pays qu'on veut sur le continent? Déjà, le CIMEA, c'est un salon qui est très bien préparé et la coordination est quasiment parfaite. Je dis quasiment parce que rien ne peut être à 100% parfait. On a des représentants au Togo, au Bénin, au Mali, au Burkina. On a des représentants en Guinée. On a des représentants en France. Donc si par le canal du salon, un investissement doit avoir lieu et qu'il y a des difficultés à rentrer en contact par voie digitale, eh ben on peut rentrer en contact directement avec nous et nous, on se chargera de faire la mise en relation nécessaire. Mais il faut savoir que la promotion du salon a été faite, on va dire, à 70% sur le plan digital, donc sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. On a pu cibler les entités et le genre, la tranche d'âge, les personnes qui sont vraiment susceptibles d'avoir besoin d'investir dans leur pays d'origine. Alors, quand on sait aussi que les membres de la diaspora, quand j'essaie de regarder un peu les chiffres tout à l'heure avant le début de cette émission, c'est pratiquement 97 milliards de dollars que les membres de la diaspora ramènent vers le continent africain. Dans cette part-là, comment est-ce que nos gouvernements, puisque c'est principalement des flux, on va dire, dans le circuit informel, est-ce qu'à travers le CIMEA, vous apportez des solutions au gouvernement pour pouvoir, en gros, bénéficier de quelques petites taxes, impôts sur ces fonds pour permettre aussi à la croissance du pays? Le CIMEA demande
à la diaspora d'investir. Et qui parle d'investissement parle de documentation, parle de création d'entreprises, parle de paiement des impôts. Donc on offre une lucarne justement à l'État de bénéficier quand même des avantages du salon. Et vous les avez approchés, quels sont les contacts, quels sont les, on va dire, les appréciations, un bon élan? Oui, un très bon élan. Le gouvernement vous accompagne. Très bon élan. C'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait, mais ils l'ont fait et on aimerait qu'ils fassent encore plus. Mais déjà, nous profitons de cette canne pour dire merci vraiment à nos partenaires, voilà, issus du gouvernement qui font assez, et qui nous soutiennent, qui nous font confiance. Et c'est vraiment l'occasion pour nous de les remercier. Voilà, mais on attend encore plus. On attend encore plus. Et est-ce que vous pensez que justement ce genre d'initiative comme le CIMEA, qui tente à encourager et à sécuriser les investissements de la diaspora sur le continent africain, ce genre d'investissements vont permettre d'augmenter davantage ces montants que nous avons? Là, on parle de 97 milliards de dollars. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative va vraiment stimuler davantage les fonds en direction de l'Afrique? Bien sûr. Et puis, il faut savoir que quand les Africains de la diaspora décident d'investir, ils investissent dans des projets innovants. Parce qu'ils sont de l'autre côté, ils voient ce qui se passe là-bas, il y a un certain nombre de choses qu'ils prennent en compte. Donc, ils arrivent forcément avec l'innovation, en plus du renforcement économique. L'innovation, et on entend beaucoup ces dernières années parler de changement climatique, d'énergie renouvelable, finances vertes, c'est vraiment des termes à la mode. Comment est-ce que vous l'implémentez véritablement dans ce programme du CIMEA? Eh bien, on l'implémente bien d'abord, parce que beaucoup d'entreprises déjà, beaucoup de nos exposants sont issus de cette tranche de marché. Ils sont issus généralement de l'énergie solaire, sont des entreprises qui innovent dans le domaine de l'hydraulique, qui innovent dans le domaine de l'éolien, qui aujourd'hui sont des secteurs qui sont vraiment importants parce qu'on est confronté à quelque chose, à une catastrophe écologique, le réchauffement climatique. Donc il faut penser à revoir sa façon d'utiliser l'énergie, de concevoir l'énergie et de l'utiliser. Voilà, il faudrait vraiment qu'on pense aux générations futures. Donc, on a vraiment à ce niveau-là fait beaucoup de choses dans ce sens-là. Et vraiment, on a tout fait pour convier toutes ces entreprises qui excellent dans ce domaine. Des entreprises pionnières qui excellent dans ce domaine. Alors permettez-moi cette question un peu naïve, quand on sait que sur le continent européen, en tout cas, on a une vision assez poussée de tout ce qui est énergie renouvelable, de comportement écologique, et on arrive sur le continent africain où on peine encore à mettre cette innovation en marche. Est-ce que vous pensez que c'est un terrain fertile pour parler d'énergie renouvelable en Afrique aujourd'hui? Très peu de personnes l'utilisent. Et j'irai même plus loin. Je dirais que depuis des lustres, nous sommes déjà écologiques par rapport aux autres. J'irais même jusqu'à dire que c'est eux qui sont revenus maintenant sur ce terrain que nous avons déjà connu, que nous exploitons depuis longtemps. Aujourd'hui, par exemple, je prends votre cas, monsieur Stéphane. Quand vous allez dans votre région d'origine, mais quand vous allez dans une ville, une contrée reculée, que vous n'avez pas accès au courant, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez le bois, vous utilisez la lumière du feu. Quand vous allez peut-être que vous n'avez pas l'eau courante, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez l'eau naturelle. Voilà, donc je pense que c'est vrai que pris sous un certain angle, on a comme l'impression qu'on est encore loin, qu'on n'est pas au même niveau que l'Occident. En matière de technologie quand même, on a quand même un certain retard. Quand on voit tout ce qui est véhicule électrique qui est déployé sur le continent européen, sur le continent américain, ici on peine encore à avoir ces véhicules électriques où même s'ils arrivent, les coûts sont relativement chers. Quand on a son véhicule électrique, on n'a pas forcément accès au carburant électrique, on va le dire, pour se recharger facilement, on n'a pas suffisamment de bornes. Est-ce que le terrain est propice au déploiement de ces technologies? Vous savez, pour appeler la diaspora à venir investir. Le CIMEA vient en renfort encore une fois parce que si on ne laisse pas cette porte d'entrée pour parler de l'empreinte carbone, si on ne laisse pas cette porte d'entrée pour que les personnes, les entreprises puissent faire des démonstrations pour parler, pour expliquer lors des panels,
ce que c'est que les énergies renouvelables, on sera toujours naïf sur le sujet. Donc le CIMEA vient justement permettre aux entreprises dans ce secteur énergétique de pouvoir prendre la parole, mobiliser, motiver et orienter la diaspora sur l'usage des énergies renouvelables en Afrique. Alors, on le voit que sur le volet corruption, blanchiment de capitaux, le CIMEA, en tout cas, va favoriser à mettre en place une certaine gestion transparente. On voit aussi qu'il y aura mis face à face les acteurs, les demandeurs et les opérateurs pour implémenter ces projets sur le sol africain. Il y aura une croissance économique et sociale du continent. Si vous aviez un dernier mot à dire, parce que malheureusement, une demi-heure, ça passe très vite. On arrive au terme de cette émission. Quel appel lancer aux membres de la diaspora à venir investir sur le continent et un appel aussi pour le salon? Alors, je motive tout le monde à se déplacer déjà les 11, 12 et 13 avril 2025 pour participer au salon, ne serait-ce que visiter les stands, avoir envie d'investir dans son pays d'origine en toute quiétude, sans craindre de la transparence des exposants parce qu'on les a déjà filtrés. J'invite aussi la diaspora à faire des transactions qui sont saines. Quand je parle de transactions saines, c'est de passer par des voies légales, notamment les banques, plutôt que de faire des transactions qui ne seront pas vraiment suivies. Voilà. J'invite aussi les entreprises et les institutions bancaires à s'associer massivement au projet. On a encore quelques jours pour que les institutions bancaires puissent prendre vraiment massivement la main sur ce salon, parce qu'on a forcément besoin de plusieurs acteurs dans ce secteur-là, pour permettre les transactions transparentes et fiables. Voilà, je vous dis merci de nous avoir donné cette lucarne de parler du CIMEA et j'espère vraiment que ça viendra répondre aux besoins de tous les exposants et de tous les visiteurs, donc membres de la diaspora. Répondre en tout cas aux besoins des membres de la diaspora en matière d'investissement et d'immobilier, vous l'avez compris, c'était le thème de cette émission de ce jour et nous étions avec Madame Fatima Fakri, commissaire générale du CIMEA et Monsieur Élisée Gonçalves, responsable à Fox Communication. Merci en tout cas pour vos contributions et on retient que l'Afrique c'est le continent de l'avenir, il est temps de venir investir. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Agréable suite au programme sur nos antennes.